merci pour cette opportunité que vous me donnez de dire en fait ce qui gêne dans ce code. Je veux donner 5 points. Le premier point, c'est d'abord la publication de la liste électorale, qui est une pièce maîtresse des élections. Vous imaginez, la loi dit, vous ne pouvez pas être candidat si vous n'êtes pas électeur. Donc si vous n'aviez pas votre nom sur la liste électorale, vous ne pouvez pas prétendre être candidat. Et on demande de déposer les dossiers de candidature avant la publication de la liste électorale. Vous ne savez même pas si vous êtes d'abord électeur. Et si vous le faites, s'il s'avérait que vous n'êtes pas éligible, eh bien, vous ne remplissez pas les conditions, votre parti ne peut plus vous remplacer, eh bien, la candidature est purement et simplement annulée. J'aimerais bien comprendre, oui, pour les téléspectateurs, oui, qui nous regardent. J'ai 18 ans, je sais que je suis électeur. Oui, mais il faut être inscrit, il faut avoir votre nom sur la liste électorale. Je devrais l'avoir. Si vous n'avez pas votre nom sur la liste électorale, mais vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. A priori, vous ne savez pas. Il faut que cette liste soit publiée pour que vous en ayez les preuves. Premièrement. La liste d'abord avant. La liste passe d'abord. Bien sûr, il faut être sûr que vous êtes électeur. Première chose. Deuxième chose, on vous demande d'avoir 28 parrains, maire ou député. 28 parrains, maire ou député. Pour ce qui est des démocrates. Et ces 28 députés doivent provenir d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales. Absolument. Bon. Si vous prenez le cas des députés et du parti Les Démocrates, nous en avons 28 et proviennent exactement des 3/5 des circonscriptions électorales. Ça veut dire quoi? S'il y a un qui est indisposé, qui est empêché de donner son parrainage, on est fort clos. Plus grave, quand vous prenez l'article 93 qui dit que le PV de compilation des résultats de l'arrondissement, vous savez, vous savez, il y a 3 niveaux de compilation. Le premier niveau, c'est au niveau du bureau de vote. Deuxièmement, c'est au niveau de l'arrondissement. Et troisièmement, la Sénat. Et la Sénat utilise les PV des arrondissements et non pas les PV des bureaux de vote. Et l'article 93 dit que les PV des compilations de l'arrondissement, l'article est là, il peut lire, est fait en 4 exemplaires. Le premier exemplaire, c'est à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême selon l'élection. Le deuxième, c'est à la Sénat. Le troisième, c'est pour le coordinateur d'arrondissement. Et le quatrième, c'est affiché. Alors que l'ancien code dit, on fait des copies pour les représentants des partis. Ici, la loi dit 4. Même si le coordinateur d'arrondissement a la volonté de donner copie au parti, il trouvera ces copies où? Donc, si vous n'avez pas les PV de compilation de l'arrondissement, c'est ça qui constitue les preuves, puisque c'est ça que la Sénat va utiliser. En cas de contentieux, on vous dira que les PV des bureaux de vote sont caduques. C'est ça qu'on a entendu. Donc, le troisième point. C'était le troisième point. Le quatrième, c'est l'article 130. Et là, je veux que le peuple m'écoute très bien. L'article 130 dit, au second tour, on a 2 duos, je parle des élections présidentielles, 2 duos qui vont au second tour. Et l'article 130 dit, le duo qui reste seul en lice par désistement, par empêchement ou par décès de candidat est proclamé élu. Ça veut dire quoi? Au second tour, quand on a 2 duos, si le candidat titulaire d'un duo, par exemple, arrivait à décéder, il n'y a plus de vote, le second est proclamé élu. L'article est là, on peut lire si vous voulez. Alors, dans le cas qui est le nôtre aujourd'hui, on a déjà vu UP et BR qui ont fait un accord de gouvernance. Donc, ils pourraient désigner un seul candidat comme ils l'ont fait en 2021. Et le troisième parti qui remplit les conditions pour désigner un candidat au présidentiel, c'est le parti FD. Donc, si le parti Les Démocrates désigne un duo et que BR-UPR désigne un duo, c'est-à-dire on est dans le cas de figure d'un deuxième tour parce qu'on n'a que 2 duos. Si on arrive à empêcher au candidat
des RD d'aller, ça veut dire que le seul duo qui reste en liste, selon l'article 130, est d'office élu. Ça veut dire qu'on pourrait avoir même un président de la République et vice-président de la République sans vote. Quelle démocratie? Vous pensez être visé par cet article? C'est le peuple qui est exclu cette fois-ci. Ce n'est plus le parti politique. C'est le peuple qu'on veut exclure. L'article là, je n'invente rien, on peut lire. Dernière chose. Vous avez dit 5 points. L'article 146, qui parle bien entendu des 20% par circonscription électorale. Les élections passées, on a vu. 2023, aucun parti n'a pu avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Et aujourd'hui, avec l'accord que nos deux partis siamois ont signé, ça leur coûte quoi de dire par exemple, toi BR, il faut voir parmi les 24 circoncisions la circoncision où tu peux mettre tous tes moyens pour empêcher au parti RD d'avoir 20%. Les 23 autres, ne t'en occupent pas. Nous, UPR, nous allons nous en occuper. C'est l'interprétation que vous faites. De toutes les façons, pour calculer le seuil de 20%, on fera le cumul de nos voix. Et c'est ce que la loi dit. Quand vous avez un accord, pour voir si vous avez le seuil de 20%, on met ensemble vos voix. UPR et BR vont fusionner leurs voix. S'ils atteignent 20%, si le cumul fait 20%, les deux ont rempli le seuil de 20%. Donc, c'est bien possible qu'on dise, eh bien, puisque nous sommes 2 contre 1, alors organisons-nous pour que toi, tu t'occupes d'une seule circonscription électorale pour faire tomber notre adversaire et les 23, nous allons nous en couper. Et c'est une possibilité qui vous inquiète. Pensant qu'avec l'article 93, où on va leur empêcher d'avoir des preuves pour revendiquer, puisqu'il n'y aura pas le PV de compilation de l'arrondissement, eh bien, on va s'en sortir. Parce que si vous n'avez pas les preuves, même si on dit que c'est devant tout le monde, on a fait la compilation en cours de route, là où c'est mis 200, on peut mettre 20. Vous n'avez aucune preuve pour contester de toutes les façons. Alors, mais dans ces conditions, vous voyez une élection générale qui est une première au Bénin. Les points qui vous inquiètent, que vous avez énumérés, c'est sur Béo Aguiar. C'est vrai que vous avez dit que ce sont des élections majeures. Je souhaite qu'il parle article à l'appui, qui dit si les articles que je viens d'incriminer. Nous sommes dans le débat politique. On est d'accord, chacun tire le drap de son côté. Je crois que les téléspectateurs le savent absolument bien. Chacun dira ce qui est bien pour son parti, pour sa coloration politique, mais c'est l'intérêt général que nous allons viser in fine. Est-ce qu'il y a des points, vous l'avez reconnu, ça fait un challenge quand même pour toutes les formations politiques, que cette réforme du système partisan qu'on a déjà expérimenté avec des couacs relevés par les uns et les autres et grandeur nature 2026. Est-ce qu'il y a des points qui rejoignent vos inquiétudes en tant que parti de la mouvance? Non, on n'a pas quelles inquiétudes. Il y a un travail politique à aller faire pour être sûr de se préparer à des élections, pour être sûr d'avoir de bons dossiers, pour être sûr d'atteindre des objectifs politiques en termes de résultats électoraux. C'est un travail. Et ça, c'est le défi qu'un parti politique doit se donner. Faire une fixation sur les tests, faire une fixation sur la loi qui est passée sur toutes les étapes de validation, et ne pas faire fixation plutôt sur le travail politique, eh bien, c'est ça qui est bien curieux. Moi, j'ai noté dans l'intervention de Dr. Adamson que le parti remplit toutes les conditions pour participer aux élections. C'est ce qu'il vient de dire. Sauf si je n'ai pas bien entendu, mais je crois que nous tous on a entendu. Que le parti remplit toutes les conditions pour aller aux élections. Mais le débat est clos. Si c'est cela, il faut aller se préparer pour aller aux élections. Passer le temps à faire de la fixation, à regarder des choses, à retirer ceci, ce n'est pas construit, ça ne construit pas en fait. Il s'agit de se préparer à aller aux élections. Est-ce que le temps joue contre vous, acteurs politiques ou pas? Non, mais en fait, chacun a le calendrier politique du pays, chacun sait, les dates sont constitutionnelles. Tout le monde sait que le 11 janvier 2026, nous irons aux élections. Tout le monde sait qu'on dépose les dossiers à 180 jours, à 60 jours, selon le type d'élection. Nous sommes à moins d'un an du dépôt des candidatures. C'est pour ça qu'il faut apprécier le travail politique et sortir de la fixation sur les tests qui, point par point,
ont été approuvés. Mais est-ce que on reconnaît le travail de la Cour constitutionnelle dans ce pays? Je veux savoir si sur le plateau, nous avons un problème avec la démocratie et avec les institutions. La démocratie, c'est les organes, c'est les institutions, c'est les lois. La démocratie, c'est ce que la majorité peut faire à l'Assemblée nationale. La démocratie, c'est ce que la minorité, dans le cas de ce qui nous concerne, a la capacité de faire quand elle peut le faire à l'Assemblée nationale. Et il est arrivé que cette frange-là ait pu exprimer cette position politique à l'occasion d'autres débats. Donc c'est ça la démocratie, non? Si nous sommes dans le respect de ce qui est la démocratie et principe de la démocratie, en termes de ce que les tests nous permettent de faire, nous avons vidé ce débat. Nous avons sorti, il y a un test que le pays a élaboré. Ce n'est plus une affaire partisane à ce niveau. Si nous sommes là, en des gens respectueux de la République, la règle publique qui est passée par des institutions que nous respectons nous tous, mais de quoi on est en train de parler? On va faire le travail pour se conformer et aller affronter les challenges qui sont là. Ces règles publiques peuvent être revues. Elles sont revues à quelle étape? Absolument. À quelle étape elles sont revues? Selon les règles de l'art. Elles sont revues à quelle étape? Dites-nous. Mais non, mais nous avons nous ne sommes plus à l'étape de projet de loi. Nous sommes en train de parler d'une loi là, s'il vous plaît. Est-ce que sur ce plateau, nous reconnaissons la Cour constitutionnelle? Je veux savoir. Je veux savoir. Quand on parle de démocratie, de loi ou bien de règles internationales, quand on parle de... Est-ce que nous sommes sur un plateau où tout le monde reconnaît le rôle de la Cour constitutionnelle, le rôle du président de la République de promulguer la loi, le rôle du Parlement? C'est une évidence. Mais non, si c'est cela, c'est que nous sommes des gens démocrates, comme on peut même dire dans l'appellation. Nous sommes entre gens respectueux des règles de l'État et nous nous préparons. Il y a plein de règles qui organisent d'autres segments de la vie publique que nous respectons. Nous sommes donc dans le domaine de la loi et il faut s'en tenir à ça. Le reste, c'est de la fixation, c'est de la spéculation. Parce qu'aussi, on choisit d'être sélectif dans ce que la réforme permet de faire. Lorsque le Parti Les Démocrates touche aujourd'hui le financement politique, le financement public des partis politiques, est-ce que la loi est bonne? Je veux savoir. Est-ce que la loi qui permet de prendre quelques millions de nos francs, de nous tous ici, pour organiser la vie, pour animer la vie politique, faire les réunions politiques et tout, est-ce que cette loi, elle est bonne? Il ne s'agit pas... Nous ne sommes pas là. Non. Je vais au bout. Il se calme, il m'écoute de bout en bout. Est-ce que la loi est bonne? Parce que je me suis calmé, moi. Est-ce que la loi est bonne? Est-ce que la loi qui a permis de désigner des responsables au Conseil économique et social, et qu'ils ont désigné, est-ce que la loi est bonne? Il faut sortir de cette sélectivité selon que c'est bon pour nous, on est en train de faire. On est républicain, on est citoyen, on respecte la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, les tests, les articles et tous les aspects de fixation, c'est d'en sortir. Lorsqu'on parle de la question du parrainage, qu'est-ce que nous voulons? Nous sommes là à déplorer tous, depuis 1960, et davantage à partir de 90, que les partis politiques ne parviennent pas au sommet de l'État. Et nous tous déplorons cela, parce qu'on a parfois eu des personnes qui arrivent, qui se font des accords avec les partis politiques pour arriver au sommet. Absolument. C'est ce que nous avons. Donc nous nous sommes dit, mais ce n'est pas une vie politique qu'il faut continuer de promouvoir. Et donc l'esprit de la réforme, c'est de permettre que les partis politiques jouent ce rôle-là. Et donc, une meilleure représentation du peuple par les partis politiques, à moins qu'on soit en train d'être aussi dans un état d'esprit où ce n'est pas les partis politiques qui animent la vie politique, mais si c'est cela, on est sur le chemin. Alors, en un mot, sur la question des 20%, quelle est la peur du Parti Les Démocrates? Un parti qui se réclame et qui se dit parti du peuple, moi je ne vois pas le problème. Il faut aller convaincre. Si l'offre politique vous pose problème, améliorez-la. Il s'agit d'aller faire un challenge pour mobiliser l'électorat, pour atteindre... Vous parlez de proximité politique entre des groupes. C'est interdit pour vous d'aller discuter avec d'autres partis politiques.
Vous pouvez même venir discuter avec l'Union progressiste, le renouveau. C'est interdit pour vous? Moi, je ne vois pas. Vous avez d'autres partis d'obédience dite opposition. Allez discuter. Il y a les rapports de force sur le terrain politique. On a trouvé même que si vous n'êtes pas... Vous avez peur de faire les 20% par circonscription électorale. Mais vous n'avez pas peur? Non, on ne parle pas de peur. Nous, on trouve que c'est un défi. C'est un challenge et qu'il faut se battre et travailler. La loi a déjà dit que c'est ce qu'il faut faire. C'est pas gagné. Mais ce n'est même pas gagné. Merci beaucoup. Donc, passez le temps. Ne vous inquiétez. Monsieur, calmez-vous. Vous avez parlé, personne n'a parlé de temps, ce qui vous concerne. Vous avez dit des choses avant qu'on démarre. Donc, on reste dedans. Donc, il faut aller vous battre pour vous préparer aux élections. Ce n'est pas autre chose. Est-ce que je vous résume, lorsque je dis la loi est dure, mais c'est la loi, on y va, quitte peut-être à perdre? Mais lorsqu'il y a eu des lois pour lesquelles ils se sont conformés, est-ce qu'il y a eu problème? Bien. Il n'y a pas de problème, non? Je vais poser la question. Ce sont ces lois-là qui sont molles, c'est ça? Sur ce point de la question, nous allons évoluer progressivement. C'est vrai, on connaît l'implication de la société civile dans toute élection au Bénin. Et je crois que les élections générales ne feront pas exception à la règle. Et quand on voit l'instrument, quand on voit toutes les dispositions qui sont prises autour, comment est-ce que vous vous sentez dans votre, on va dire, dans votre élan vers votre implication dans le déroulement de ces élections avant, pendant et après? Merci. Je pense que la société civile, depuis toujours, même déjà l'élaboration de cette loi, s'est annoncée. Et c'est annoncé par rapport à certaines dispositions qui pourront être source des crises, source des discussions que nous assistons déjà. Et ça rejoint ce que se dit? Ça rejoint ce que je dis. Déjà, ça a été annoncé au départ pour que ça soit un test, qu'il y ait de consensus autour des tests. C'est pour ça que la société civile œuvre. C'est quoi le consensus en démocratie? Alors, on va revenir sur la question. Non, question, c'est pas le consensus. Lorsque lui, il peut définir la démocratie et nous dire ce que c'est. Si c'est la majorité qui, plus ou moins, dit, dans un contexte parlementaire, ce que les choses doivent être, c'est quoi le consensus? Pour poser ces questions-là. Monsieur, allons-y, vous avez la parole, monsieur Balé. Allez-y. J'ai encore la parole. Absolument. Ici, il ne s'agit pas d'une question d'un parti de l'opposition ou une partie de la mouvance. Ici, il s'agit d'une cause nationale, une cause qui concerne et les partis, mais et aussi la société civile que nous sommes. Dans les tests, il y a eu des développements et des dispositions qui ont été touchés. Lorsque nous parlons des innovations, il y en a quand même 3 grandes innovations qui concernent 3 grands articles. Mais je ne vais pas prendre le premier qui est article 140, dont il est question par rapport à la déclaration des candidatures. Je reviens sur l'article 132. 132 qui parle des règles de parrainage qu'on vient de citer. C'est réel. Il faut avoir les 15% des députés et ou maires dans les 3 cas, issus des 3 quarts des circonscriptions électorales. 3 cinquièmes, pardon, des circonscriptions électorales. Absolument. C'est vrai, c'est bien. Et lorsque le calcul est bien fait aujourd'hui, d'aucuns pourront dire que ça est fait à dessein. C'est fait à dessein. Il y a les partis, que soit les BR qui ont 28, les démocrates qui ont 28 également. Ça veut dire que si je m'en tiens là, en plus, les UPR, c'est les 3 partis qui peuvent normalement donner de parrainage, s'ils répondent à cela. Mais il y a aussi un 4e parti qui a quand même des maires, mais malheureusement qui est FCBE, qui n'a pas les 28. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas avoir un candidat. De ce fait, on se retrouve déjà seulement à 3. Mais s'il arrivait que... Laissez-moi finir. Au bout du tri. Au bout du tri. Des élections, des dernières élections législatives. Oui, absolument. Au bout du tri démocratique, on peut le dire comme ça? On peut le dire comme ça, puisque s'il faut aller aux élections actuellement, c'est ceux qui sont là actuellement qui pourront donner de parrainage. Donc c'est par rapport à ceci. Et s'il arrivait que à un seul niveau, que ce soit au niveau des BR ou au niveau des LD, il y a un seul qui refuse de donner son parrainage, ça veut dire que c'est caduc. Ils ne pourront plus parrainer un candidat. On se retrouverait à un seul. Mais là-bas n'a pas fini. La loi continue de donner la possibilité d'alliance. Mais là également, c'est verrouillé. Quand on dit c'est verrouillé... C'est verrouillé parce que les partis, les alliances ne peuvent se faire qu'au niveau des partis appartenant à la même obédience. C'est-à-dire, un parti de l'opposition ne peut pas parrainer, un député du parti de l'opposition ne peut pas parrainer un autre candidat du parti de la mouvance, vice-versa.
Et quand c'est le cas, ça veut dire qu'au moment où peut-être un camp que soit, l'opposition aurait besoin d'un soutien d'ailleurs au niveau de BR ou de UPR, il ne peut pas l'avoir. Là, c'est fermé. Et ceci, on dirait que cette disposition n'arrange que les partis majoritaires, les partis qui ont de majorité. Ça, c'est un. Secondo, avec cette loi également, je ne dirais pas que c'est mauvais, mais ça limite, ça ferme la porte aux candidatures indépendantes. Je pense qu'on a beau parler, on a beau critiquer, parler de cette candidature indépendante, mais ce n'est pas quand même une mauvaise chose quand même en la matière. La porte est fermée à ce niveau. Là, j'en passe. Il faut laisser des candidatures indépendantes, quitte à ce que les partis politiques leur donnent le pion en quelque sorte. Aux États-Unis, on en connaît partout. C'est pas bloqué. C'est pas bloqué. Mais c'est pas facile de détrôner les démocrates et les républicains aux États-Unis. Et on en prend acte. Là, le jeu politique est ouvert à tous. C'est pas fermé à un seul niveau. C'est pas fermé seulement au niveau des politiques. C'est ce que je m'avais dit. Allez-y, M. Balé. Et j'aborde le dernier point qui est comment appelle-t-on, les seuils de représentativité. On vient de parler d'éligibilité. D'éligibilité, absolument. Les 20%. Mais dans l'histoire quand même des élections au Bénin, on n'en a jamais connu. On n'en a jamais connu et on a eu un exemple avec les dernières élections communales. Le cas Porto Novo est là actuellement. Celui qui est là actuellement, qui dirige Porto Novo, n'est pas celui que la population de Porto Novo a élu. C'est parce que le parti qui devait nous prendre avait été frappé par ce critère des 10% qu'il ne va plus avoir. Ici, tout à l'heure, je vois entre le débat entre les deux politiques, et quelqu'un parlait, il suffit que un se concentre sur une circonscription électorale. Et tout à l'heure, on a dit, il suffit qu'on négocie avec BR, se concentre sur une circonscription électorale pour que vous avez le pion à LD. Non, ça peut également être le contraire. Le LD aussi peut se concentrer pour que celui d'en face n'ait pas. Et lorsque ce n'est pas le cas, lorsqu'il n'est pas ça, qu'est-ce qu'on pourra avoir comme résultat à l'issue de ces élections? Ce serait caduc. Alors, et quand c'est caduc, on est en face ici. Ce serait caduc. Naturellement. Parce que personne n'a les 20%. Lorsque personne n'a les 20%, lorsqu'il y a un vide, on va s'attendre à quoi? C'est ça l'inquiétude de la société civile actuellement. C'est pour cela qu'à partir de maintenant, depuis l'élaboration, à ce jour, on continue de tirer la sonnette. Et alors, à quelle fin on va repréciser tout cela? S'il y a la possibilité, oui, allez-y. Il y a possibilité de réviser ce test, de le faire en sorte et d'associer tout ce qu'on peut associer, et la société civile, et les politiques, et les grands professeurs, les juristes, pour qu'on revoie le test et analyser ça dans tous les sens pour qu'à un niveau donné, qu'on ne soit pas bloqué, comme ça a été le cas lors de l'installation des maires pour les élections communales qui nous a obligés à aller revoter une autre loi. Très bien. Alors, à l'analyse, Landry Angelo Adelakun, quand on suit bien le représentant de l'opposition, c'est la peur même de ne pas pouvoir compétir. En amont, il pourrait même avoir des situations de blocage. C'est l'opacité dans la gestion de l'élection même. Ce n'est pas la peur. Il y a la réforme du système partisan qui a fait son temps et qui a eu plusieurs étapes. Non, il y a l'opacité, j'aimerais bien comprendre. Il y a un aspect. Juste avant de donner la parole à M. Il y a un aspect qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, quand on prend les institutions qui ont en charge l'organisation des élections, la première, c'est la NIP, qui va extraire la liste électorale. Voilà une agence qui est logée dans l'antichambre du président de la République, propriétaire de 2 partis politiques. Ça dit que c'est dans l'antichambre que la liste va être extraite. Ce sont des loin des acteurs électoraux, partis politiques, société civile, loin de tout ce monde. La Sénat a été mise en place au moment d'un parlement monocolore. Donc c'est juste le président de la République et son parlement qui sont représentés à la Sénat. La Cour constitutionnelle, pareil. Donc l'opposition n'est représentée nulle part dans les institutions qui ont en charge l'organisation des élections. Et si dans ces conditions, on a un code électoral qui permet la fraude, qui empêche aux partis d'opposition d'avoir les preuves des suffrages, avec possibilité pour l'autre
qui est présent partout dans toutes les institutions, de frauder. Donc, il y a vos inquiétudes sont en amont et en aval. En amont et en aval, bien possibilité entendu. que vous ne puissiez pas participer aux élections. On n'est plus dans la démocratie. Nous ne sommes plus dans la démocratie. Oui, je voulais juste comprendre vos inquiétudes. J'ai compris. Oui. Déjà, dans un premier temps, vous pouvez ne pas aller à ces élections. Vous pouvez être bloqué avant. Et après, vous avez peur de la crédibilité du... Personne ne peut nous bloquer, mais c'est l'intention qui est dans le code. Des tests, c'est ce que vous avez C'est l'intention du code. L'intention du code, bloquer. c'est de nous bloquer. Et si on n'arrive pas à nous bloquer, c'est de tricher avec les résultats. Vu les dispositions qui sont prises. Pour l'opposition politique, notamment les démocrates, qui ont la possibilité de participer, on va dire aisément à ces élections, on doit généralement, participer, nous qui devons ont la participer. possibilité juridique et mieux, la possibilité électorale, c'est ce que je et dis, mieux, en réalité. Permettez-moi. Lui-même a dit qu'ils remplissent les conditions pour aller aux C'est ce que je vous ai dit. Vous remplissez les conditions pour aller à ces élections. Mais on pense que... Au code électoral et au terme du code électoral... Parce que ce qu'on veut nous faire croire, on dit c'est la loi, il faut la respecter. Nous allons revenir sur ces aspects. Je viens, j'ai pas fini. L'apartheid a été exécuté sous l'ombre d'une loi. D'accord? Alors là, on va très loin. Non, c'est pour vous dire que ce n'est pas toutes les lois qui sont bonnes. On peut bien, on va voter des lois qui ne sont pas bonnes. Il faut juste comprendre un peu le fond des inquiétudes. Voilà. Et vous avez quand même aussi des inquiétudes au sein de la majorité. En termes de défis, je vous dis. Et vous renvoyez les inquiétudes en termes de Oui, parce que quand vous êtes... Je donne la parole à monsieur. J'espère que je la prends après. Parce que Bien sûr, vous allez prendre la parole. Pour vous, ces inquiétudes s'expriment en termes de défis. Est-ce qu'on peut être dans un schéma qui va renvoyer finalement les grands ensembles politiques dos à dos au cours de ces prochaines élections générales où personne finalement ne pourra réussir à tirer son épingle du jeu? Vous êtes dans un défi, on le relève ou on peut ne pas le relever également. Juste que la parole me très bien. Alors, monsieur Delacroix d'abord. Merci bien. Je pense qu'après les discussions, il est heureux que la parole ait pu me revenir. Parce que j'observais depuis. Alors, à l'analyse, lorsque vous observez très bien les critères qui ont été élaborés et mis en œuvre et qui seront appliqués, quand vous descendez dans les circonscriptions, en ce qui concerne les 20%, il faut rappeler que on parle de 20%, mais d'abord, avant d'aller aux 20%, il faut avoir obtenu préalablement 10% au niveau national. C'est un double verrou. C'est un double verrou. Donc, si jamais, je ne vais pas dire UPR parce qu'il me semble comprendre les statistiques que UPR est un parti politique bien assis. Si jamais le BR, par exemple, n'arrivait pas à obtenir 10% au niveau national, n'attendez pas que l'accord préalable signé entre UP le renouveau, voilà, et BR puisse avoir des faits au niveau des circonscriptions. Donc, il y aura un problème là. Maintenant, si les deux arrivaient à avoir 10% et qu'ils arrivaient à faire leur accord, nous allons voir si dans les 24 circonscriptions électorales, on pourra avoir les 20%. Ce sont des préoccupations, ce sont des analyses, mais quand on regarde les statistiques, depuis que nous faisons des élections, franchement, soyons honnêtes, soyons factuels, personne n'a obtenu 20% quelque part. Ça, ce sont des... Il faut pouvoir analyser et savoir. Et l'autre chose, je me demande, lorsqu'on a adopté un code électoral qui nous a permis d'aller aux élections, on a vu, et qu'on est revenu, je pense, en avril, en janvier ou mars 2024, pour adopter un autre code, pour faire une révision, une modification, je n'ai pas compris l'analyse ou l'étude qui a sous-tendu les modifications ou encore, je dirais, ce qu'on peut considérer comme étant les innovations du code. Qu'est-ce qui nous a amené à quitter 10% quand on prend le parrainage pour les élections présidentielles à aller à 15%? Donc là, nous sommes au niveau d'un verrou ou je dirais d'une extension numérique. Et on a quitté l'extension numérique pour aller pour créer une extension géographique, les 3/5. Donc on a doublé, on a augmenté 5% et on est allé dire 3/5. Nickel, il n'y a pas de souci. Mais dites-nous, quelle est l'analyse qui conduit à cela ou bien on se lève et puis on pose? Est-ce que c'est une réponse à ma question avant de continuer? Bon, vous savez, quand vous démontrez qu'aucun parti n'a pu aller à ce seuil, moi, c'est factuel. On prend le jeu démocratique à partir de 90, quand vous le dites, vous dites indirectement qu'aucun grand ensemble là ne pourra tirer son épingle du jeu en 2026. Est-ce que c'est ce que vous démontrez? Si vous voulez. Non, permettez. Je crois qu'on va alterner un peu. Non, mais vis-à-vis ont beaucoup parlé. Je vous en prie, j'étais resté là à les observer. Ils sont trois, ils ont beaucoup parlé. Et même quand vous avez voulu me prendre la parole, l'homme du LD a encore repris la parole. Et je suis resté là tranquille. À ce niveau, on a ce risque. Le risque, il est grand. Le risque, il est grand.
Et ce n'est même pas le risque qui devait nous inquiéter si la loi avait été bien élaborée, qu'on a pensé au risque. La loi a été élaborée comme s'il n'y aurait pas de risque. Aujourd'hui, regardez dans les circonscriptions, lorsque nous n'aurions pas un parti qui pourrait soulever les sièges dont on parle, on fait quoi? Lorsque vous allez leur poser la question, ils vous diront, vous irez vers la Cour constitutionnelle. Vous savez, de ma petite existence, j'ai beaucoup fait des panels avec les responsables des différents partis politiques de l'opposition, de la mouvance. De ma petite expérience qui n'est pas loin de la quarantaine, c'est la première fois que je vois qu'on a dans une loi électorale dont on sait qu'on aura de difficultés et quand même on fonce, on dit oui, quand il y aura de soucis, on ira. Donc la Cour constitutionnelle, quand on va finir de faire les élections et qu'on aura du mal à voir qui peut lever de siège ou pas, c'est là maintenant on va prendre et on ira vers la Cour constitutionnelle pour dire voilà, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, il faut faire attention dans le contexte et dans l'analyse. On sait comment la Cour constitutionnelle a été installée, on sait quelle est la composition de la Cour constitutionnelle. Donc ça c'est du factuel. Et vous voulez que les gens croient en ces institutions-là, sachant que quand on parle des questions électorales, c'est à partir du monitoring. Et le monitoring, c'est avant même l'adoption des tests. Et les tests ont été adoptés dans des situations que nous connaissons, avec des critères que nous connaissons. Et quand vous faites le calcul, ça tombe exactement sur ce que représente le LD, le parti de l'opposition. Vous vous rendez compte finalement qu'on a arraché à la loi son caractère général et impersonnel, et on a appliqué, c'est-à-dire on a fait. Vous êtes juriste. Non, c'est très important. En droit, on appelle ça les couturiers du droit. Ce sont les couturiers du droit qui font ça. Il y a eu vote. C'est pas comme une main visible qui serait venue simplement arracher et attribuer. Vous savez, dans le langage juridique. J'aime qu'on soit factuel. Vous savez, j'aime qu'on soit factuel. Vous savez pourquoi je le dis? Je dis ce que je viens de dire là, ce sont les couturiers du droit qui agissent ainsi. C'est connu dans la doctrine, c'est connu. Ce sont des couturiers du droit, ça c'est pas nouveau. Vous savez, les gens vont vous dire oui, c'est l'Assemblée nationale qui a adopté, c'est la majorité qui a adopté. C'est une conception erronée, étriquée, dépassée de la démocratie. Parce que quand on parle de la majorité, je vais vous le dire, la majorité qui est à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'on dit que l'Assemblée nationale est l'expression de la représentation nationale, représente le peuple. Mais en réalité, quand on va à une élection, ce n'est pas tout le monde qui vote, parce que tout le monde ne peut pas voter, c'est impossible. C'est une minorité qui vote. C'est une minorité qui vote. Et parce que vous savez, vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas voter. Si vous avez été condamné comme ça. Donc c'est une minorité qui vote. Il faut que les gens comprennent ça. C'est des questions de démocratie. C'est une minorité qui vote. Et dans la minorité qui vote, on prend les résultats, c'est-à-dire ceux à qui la majorité de la minorité a accordé ses suffrages. Et donc quand on arrive là-bas, attendez, c'est très important. C'est très important parce que les gens... Non, j'entends des choses. J'entends des choses. Je voudrais recadrer un peu les choses. Vous savez ce que je dis, c'est pédagogique. C'est pédagogique. J'entends de supposer des experts en démocratie et consorts. Comme je suis chacun de vous. Il faut qu'on explique. Tout à fait. Si on n'explique pas, les gens ils seront élus députés, ils vont se faire élire ministres, ils vont s'asseoir partout ils veulent. En tenant compte des questions qui sont posées, ma question c'est est-ce qu'on pourrait arriver que tous les grands ensembles se retrouvent dos à dos à la fin? Non, mais je suis désolé que M. Biagui a dit ça. Pourtant, j'ai dit, c'est factuel et c'est là, on n'aura pas, et c'est là, on a la difficulté, ils vont nous dire d'aller vers la Cour constitutionnelle. Alors, je voudrais reprendre s'il vous plaît, je vais donner la parole, je voudrais faire un constat et je voudrais qu'en honnêteté intellectuelle que nous le reconnaissons. Il y a une certaine complémentarité entre trois de mes invités qui ne sont pas forcément de la même coloration, de la même obédience. C'est un constat. La société civile reproche quand même des choses qu'on ne devrait pas faire et forcément ça va dans le même sens que ce que revendique l'opposition politique. L'analyste, de façon, on va dire peut-être technique. Monsieur Stéphis, dans ma pensée, c'est un bon analyste. Nous avons deux grandes idées. Justement, c'est à vous que je donne la parole là. C'est à vous que je donne la parole là. S'il vous plaît, attendez. C'est le développement que la société civile va faire. C'est par rapport aux tests. C'est une analyse scientifique que la société civile vient de faire. Absolument. Bon, lui, il a dit... Je ne juge pas les différentes positions. Je constate. Et alors, il y a quand même des franges, aussi bien politiques, on va dire sociales, et même techniques, si on peut le dire ainsi, qui pensent qu'il faut revoir un peu les choses. Lui, il dit... La mouvement ne dit pas le contraire, monsieur, mais c'est un challenge, c'est un défi. Lui, il dit qu'il est dans une démarche pédagogique
Oui. Et à la fois, je ne sais pas, mais je relève simplement que c'est beaucoup de théories spéculatives et beaucoup d'appréhension. Parce que tout ce qu'on dit là, premièrement, je vous rappelle que nous ne sommes pas dans le cadre d'un projet de loi. La loi, elle est là, comme beaucoup d'autres lois. C'est la loi qui nous permet d'être ici. Hein. Ou bien? Absolument. Donc, la loi, elle est là. J'espère qu'on s'entend sur ça. Ce n'est pas une affaire de majorité à faire forcément, non. Quand on a voté une la loi a été votée, promulguée. Et elle est passée. J'ai demandé si nous sommes sur ce plateau. Lui, il est allé jusqu'à dire que il a mis en cause l'impartialité de la Cour constitutionnelle en parlant d'institutions ou ceci. Lorsque la Cour est installée là, il y a des bords dedans. Lui aussi a dit ça. Hein. Il y a une affaire de bord. Quand une institution est installée, il y a une affaire de bord. Il y a une affaire de partisanerie dedans. Je pense qu'il faut non. Nous parlons c'est le président et ses partis seuls qui ont désigné. Qui d'autre a désigné? Non. Allez-y. Vous parlez d'une institution. Oui. La même institution. Oui. Il vous est arrivé d'avoir des inquiétudes même ou d'être en retard pour vous faites allusion aux dernières élections. Aux élections. La même institution vous a fait droit et vous êtes allé aux élections. Elle était quelle institution? Je vous fais l'observer. Je ne vous demande pas de répondre, je vous fais l'observer. Je vais répondre. La deuxième chose, la même institution, vous avez fait tous vos moyens en termes de recours par rapport à tout ce que vous observez là, tout ce qu'ils disent là, tout ce que le théoricien aussi dit là. Vous avez mis tous ensemble. Et c'est allé. Et notre recours nous a permis de voir les insuffisances. Non. Monsieur Adam, à ce niveau, calmez-vous, vous aurez la parole. Très bien. On a eu un peu comme une discussion avant. Allez-y. Vous dites que ça va bien se passer. Et moi, je suis dans cet état d'esprit. Je sais que vous êtes aussi dans cet état d'esprit. Alors, vous avez fait cas de vos moyens, avocat à l'appui, devant la Cour constitutionnelle. D'accord? La Cour a regardé tout ce que vous avez dit et a établi la constitutionnalité de la loi. Je vous rappelle toujours que nous ne sommes pas dans le cadre de ce qu'on veut faire une loi actuellement pour un code électoral. On n'est pas à cette étape. Tout le monde sait ça, allez-y. Ah non, je voudrais bien, j'ai le sentiment, parce qu'on est en train de parler de quelque chose, d'autorité de choses jugées, comme vous dites, vous juristes. On est en train de parler de ça, non? Je veux comprendre. On est passé là. Je ne sais pas, lui qui est haut analyste, juriste, spécialiste de la ne flattez pas. C'est vous les frères de la République. On vous connaît. On vous connaît. Je les prépare. Non, vous pouvez implanter. Vous pouvez implanter au niveau. Maintenant, je reviens. En ayant écouté, hein, vous faites un constat. Moi, ça ne me dérange pas que les positions s'unissent. Ça ne surprend pas du tout. D'accord, ça ne dérange même pas. Il n'y a pas d'unité de position. Non, proximité, si vous voulez. Si vous les revendications se rejoignent. Non, les inquiétudes pas des revendications. Après, vous me permettez. Alors, ce qui est dit là, on parle de candidature indépendante. Les choix de notre pays, les choix pour aller aux élections, les choix pour construire une vie politique, ce sont nos choix à nous au Bénin. Et nous avons fait un constat. Tout le débat qui se fait ici, c'est parce qu'aussi, on refuse un contexte de réforme de système partisan. Il y a un esprit qui est derrière cela. L'esprit, c'est de faire que la vie politique soit aux mains des partis politiques et dédiée, comme on peut apprécier cela ailleurs, pour que des ovnis, comme ça, n'apparaissent pas c'est pour construire. Il y a un esprit. Et les acteurs politiques étaient... Tout le monde... C'était unanime. Le président de LD a dit dans ce pays que nous étions dans une situation de démocratie Nescafé. Voyez-vous, on a dit des choses aussi graves parce que nous étions dans un contexte de démocratie où les partis politiques ou des particules politiques pouvaient faire des chantages à tout va et qui ne permettaient pas de construire la vie politique. On est sorti de ça. Notre démarche, c'est de consolider cela. Il faut rester dans cet esprit-là pour comprendre. Alors, la question des parrainages se comprend à partir de là également. Et je ne comprends pas justement l'inquiétude de mon ami et de son groupe politique.
vous avez dit que vous remplissez les conditions pour participer aux élections. Même du point de vue de l'effectif du parrainage. Lui, il parle de soudeur ou de couturier, je ne sais pas de quel artisan il parle, mais il s'agit de constater que le parti respecte les conditions pour participer aux élections. Ce genre d'allusion, bon, je mets ça sous le coup d'une façon de vouloir dire les choses. Quel est le problème qui se pose avec les élus du parti LD? Il y a un problème. Il y a un problème. Bon, alors, mais on vous va aller aux élections. De forcer l'exclusion. Vous voulez forcer l'exclusion. Mais c'est une spéculation. Monsieur, on j'irai au bout. Non. Forcer l'exclusion. Est-ce que je vais au bout? Vous irez au bout. Donnez-moi. Vous voulez forcer l'exclusion et je vous explique. Non, il n'a pas à dire. Vous irez au bout. Vous allez au bout d'ailleurs. Alors, vous avez la parole. Alors, et donc, il s'agit de ce que le parti remplit les conditions pour aller aux élections, y compris le parrainage. Lui, il a même dit que les questions d'obédience, ça veut dire qu'il peut même aller s'entendre avec un autre parti qui est de la même obédience aujourd'hui et qui a des élus. Je ne veux pas nommer le parti, mais au moins qui contrôle 6 mairies. Voyez-vous, c'est des maires. Ou bien c'est pas obédience là qu'on est en train de dire là. Donc ce parti, si vous êtes de même obédience, vous ne pouvez pas aller vous parler. Moi, je ne vois pas l'inquiétude. À moins qu'il se pose des problèmes de discipline. Aucun problème bon, de discipline. Si le problème ne se pose pas... C'est la loi qui a des problèmes. Non, si le problème ne se pose pas, quelle est la peur de vous parler d'exclusion pendant que vous remplissez... Vous-même, vous dites que vous remplissez les conditions. Oui. Et vous dites que... Mais on veut nous exclure. Vous voulez forcer, et c'est ça qu'on... Si vos militants, si vous ne les avez des problèmes de contrôle, vous dites que certains seront indisposés, seront ceci. Comment cela se peut? Ce que la loi a réglé en plus... Non, je n'écoute pas. Ce que la loi a réglé en plus... Il faut m'écouter quand moi j'ai fini. Vous y parlerez. Moi, ça ne me dérange pas. Je vous écouterai. Je prends mon calme pour vous écouter. Ce que la loi permet, c'est en plus que vos élus ne peuvent pas aller ailleurs. Est-ce que vous avez vu ça dans la loi? Vos élus ne peuvent pas aller ailleurs. Donc, il y a une sécurité politique qui vous est donnée encore dedans, dans cette loi-là. Et pourquoi tailler le nombre au nombre qu'on a? Pourquoi vous taillez? Est-ce que le nombre vous permet d'aller aux élections? Mais pourquoi tailler à notre... Qui a taillé? Sur quelle base? On dit 3/5e. C'est ça. Donc, vous pensez que nous, vous pensez que le renouveau, lui, c'est tout terreau, c'est ça? C'est une question de travail politique à l'intérieur. Allez faire le même travail. Si vous avez des peurs, c'est entre vous là-bas, vous réglez ça. Moi, et ce que le code vous a permis, c'est que les vôtres ne peuvent même pas aller parrainer un autre. De ce moment, il n'y a aucune exclusion. Au contraire, c'est un gage d'inclusion qui est là parce que vous n'avez aucun souci pour aller aux élections. Là, vous démontrez les forces de frappe d'un challenger politique. Mais puisqu'ils disent qu'ils sont le parti du peuple, moi je ne vois pas pourquoi ils ont des inquiétudes. C'est le temps de se préparer. Oui, vous allez relever un instant. Et puis, l'autre chose, on n'a pas encore expérimenté la loi. Nous avons déjà expérimenté. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Je parle de 2024. Là. Bien sûr. Vous allez reprendre la parole. On n'a pas fait des lectures avant. Justement parce qu'il est sorti de l'esprit de la réforme. L'esprit a dit, par exemple, qui a permis de dire au niveau de la charte des partis politiques, d'avoir 15 membres fondateurs par commune. C'est ce que la charte dit. Pour s'assurer que la représentativité est réglée. Vous savez, la question des 20% par circonscription représente à peu près 2 élus sur 10 que vous devez vous battre à avoir. Vous avez peur de ça? Allez, il faut faire le travail. Il faut faire le travail d'offre politique qui permet de mobiliser l'électorat. Qui va au-delà des clivages politiques. Non. Il s'agit de ramener chaque fois les uns et les autres à la compréhension. La pédagogie que moi je voudrais que vous adoptez, c'est d'expliquer et de lever les points d'ombre. Ce n'est pas de venir ajouter des nuages. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, l'opposition a relevé quelques points. Oui, mais qui relèvent de la question, qui relèvent de fixation, qui ne tiennent pas. Quand il dit que la question du parrainage les exclut, et lui-même il dit qu'eux, ils remplissent toutes les conditions, il faut lui poser la question de quand il dit
nous remplissons toutes les conditions pour aller aux élections. Quelle est leur inquiétude? Il faut leur demander ça. Voilà, je crois qu'il va reprendre la parole tout à l'heure. L'émission, ça va au-delà des clivages politiques. Oui. Le jeu politique, et je crois que tous les téléspectateurs le savent, chacun tirera de son côté, c'est clair et c'est net. Non, il faut tirer le drap du côté de l'objectivité, autant que faire la mouvance ne va pas rechigner une victoire en 2026, l'opposition non plus. Donc chacun... Elle va y travailler. Il faut y travailler. Chacun y travaille. Ma question, une petite question d'abord. Est-ce que vous écoutez d'autres voix qui ne sont pas forcément des voix partisanes sur la question? La question du code électoral, qui ne sont pas des voix partisanes, qui ne vont pas disputer avec la mouvance, comme l'opposition pourrait le faire, des voix, glaner des voix, arracher des voix à la mouvance lors des prochaines élections. Parce qu'au-delà des acteurs politiques, donc de l'opposition politique, il y a d'autres voix qui sont plus techniques, qui sont plus neutres et qui expriment des inquiétudes. Les inquiétudes, personne ne peut dire qu'on ne les exprime pas. Ce n'est pas le fait d'exprimer les inquiétudes qui est un drame, non, du tout pas. C'est normal, c'est humain de dire, est-ce que ce que nous avons fait là, est-ce que la maison que je construis là, est-ce que ça tiendra pendant la saison pluvieuse? C'est tout à fait humain. Je prépare un examen, je ne sais pas, est-ce que je réussirai? Je veux une mention, est-ce que c'est de l'ordre ordinaire, c'est de l'ordre des choses. C'est de l'ordre des choses d'avoir des inquiétudes. Maintenant, la démarche de chacun consisterait à regarder ce qui fait zone d'ombre. Lorsqu'il dit, par exemple, qu'on ne peut pas contrôler les élections, la loi donne la possibilité à chacun de se faire représenter déjà dans les bureaux et postes de vote. À votre effectif. Suivez, hein, la loi donne cette possibilité. La même loi qui dit qu'on va afficher les résultats pour les rendre publics. C'est lui qui a dit. Hein, pour les rendre publics, je veux savoir quelle est la non-transparence qui se retrouve dans cela. La loi dit, vous avez vos éléments qui sont venus récolter les résultats. Après, on les a affichés. Quelle est l'inquiétude? Je ne la comprends pas. Vous avez la parole. Alors, il faut d'abord relever que les modifications qui ont été apportées à ce code, ces modifications ont été introduites en pièces détachées. Le code a été révisé. Le code a été révisé 3 fois. Ça, c'est le mécanicien. D'accord, 3 fois. En 2018, en 2019 et en 2024. Et les 3 révisions n'ont pas porté sur les mêmes articles. En 2018, les articles qui ont été modifiés ne l'ont pas été en 2019, c'est d'autres articles. Et en 2024, c'est encore d'autres articles. Ça veut dire que c'est en 2024 qu'on a bouclé maintenant la modification. Ce qui voudra dire qu'il y a déjà certains articles. Laissez-moi, écoutez-moi. Quand vous demandez à ce qu'on vous besoin de revoir ça, une loi, sans elle est loi, c'est une fois qu'on l'a expérimenté et qu'il y a des besoins, qu'on l'améliore. Il ne faut pas passer à autre chose. Et en le disant, vous visez les élections générales. Ça dit que, je le dis pour relever qu'il y a déjà des articles amendés que nous avons expérimentés. L'article 93 a été modifié en 2019. Nous avons pratiqué cet article en 2023, lors des élections législatives. Et quand nos représentants sont au chef-lieu de l'arrondissement pour la compilation de l'arrondissement, les coordonnateurs leur ont dit qu'il est prévu 4 copies du PV. Donc, on n'en avait pas droit. Comme c'est la loi, on n'a pas forcé. On s'est contenté des PV des bureaux de vote. Quand on a estimé que les résultats proclamés n'étaient pas conformes à la vérité des urnes, on est allé auprès du juge des élections. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Non, vous faites bien, en fait, conformément à la loi. Le juge dit, amenez les preuves. Nous avons porté les preuves des bureaux de vote. Il dit non. Dès lors que les PV des arrondissements sont disponibles, les autres sont caducs. Et la loi dit de ne pas nous donner copie de ces PV. Où est-ce qu'on aura les preuves? Ça veut dire que la loi a favorisé la fraude à ce niveau. C'est-à-dire que en refusant de nous donner copie des PV de l'arrondissement, puisque c'est l'autre camp qui a toutes les institutions en charge de l'organisation des élections, eh bien, même si le coordinateur ou je ne sais qui, s'il y a eu des modifications des chiffres, nous n'avons pas les preuves.
Est-ce que vous voyez? Donc, quand il dit qu'on n'a pas encore pratiqué la loi de 2024, il y a déjà des articles que nous avons pratiqués en 2023 et nous savons ce que ça a donné. Et le juge nous a dit qu'il fallait obtenir ces PV par tous les moyens. Je ne sais pas ce qu'il appelle tous les moyens. Fallait-il faire la violence? Je note que n'en les sais PV rien. sont affichés. Vous dites que j'ai dit, les j'ai PV, relevé les PV un certain nombre les PV affichés sont quels PV? C'est ce qui est affiché qu'on va donner au juge. Non, je veux Le poser juge la nous question. demande les preuves. Tu dis c'est affiché. Nous allons dire au juge d'aller voir là où c'est affiché. La liste électorale, qu'est-ce qu'on fait? On l'affiche ou bien on vous envoie? On vous l'envoie? Je vous pose la question, on vous envoie la liste électorale. Ici, nous parlons des PV on affiche la liste électorale. Donc, nous allons éviter la guerre des tranchées. On affiche. Donc, quand un document est affiché, il n'est pas bon. Le juge nous demande les preuves, on va lui dire que c'est affiché. Je ne comprends pas. Vous avez dit, on va lui dire que c'est affiché. La liste électorale, vous voulez qu'on vous l'envoie? Vous savez ce qu'on appelle preuve? On l'affiche, non? Vous savez ce qu'on appelle preuve? On l'affiche, non? La preuve est tangible. Donc, quand ce n'est pas affiché, c'est en ce temps que ce n'est pas un bon document à vous. Donc, alors, lorsqu'il y a de preuves par rapport à cette question, suivons-nous, on va s'écouter. Lorsqu'il y a la nécessité de donner des preuves. Et que la loi dit que vous n'aviez pas droit à ces preuves. Oui. C'est quelle loi ça? Vous n'avez pas droit à exhiber des preuves. On dit au niveau de l'arrondissement, quand on fait les compilations, la loi n'a pas prévu qu'on nous donne de copies. Et en cas de contentieux, quand vous allez chez le juge, ce sont ces preuves que le juge vous demande. On peut se compléter. J'aimerais bien, malgré les points de vue différents, qu'on se complète. Les contentieux, ce n'est pas que l'opposition qui peut les avoir. Par exemple, je dis le cas qu'on a vécu. S'il vous plaît, si la mouvance a, par exemple, des contentieux, s'il vous plaît, vous allez relever, a des contentieux, est-ce qu'il y a une meilleure formule que prévoir les tests pour vous, par exemple, de montrer aucune formule n'est prévue. C'est le juge. J'aimerais bien vous présentez devant le juge. Seulement sur ça. La loi dit ce qu'il faut faire. Il faut aller chez le juge. Et c'est ce qu'il a dit. Oui. Ce qu'il dit, c'est ça qu'il faut faire. Et moi, je le suis. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça... et vous faites bien de dire que le contentieux ne peut... il ne serait pas... Ce n'est pas l'exclusivité, en fait, de l'opposition. Et puis, tout ce qu'on est en train de dire, là, nous sommes du domaine de la spéculation. Je continue de dire ça. Juste sur le contentieux. Des a priori, sur le contentieux. Des a priori, des appréhensions, d'une sorte de psychose de l'échec. Moi, je ne sais pas. Il faut aller travailler pour gagner une élection. Ce qu'on est en train de dire là, c'est une culture. Nous n'avons pas peur de la psychose de l'échec. C'est vous qui ne voulez pas travailler pour éviter les contentieux. Travailler pour éviter les contentieux. Non, c'est pas... Non, le juge, la loi dit ce qu'il faut faire. Est-ce que la loi dit ce qu'il faut faire? Vous me demandez, moi, s'il y a une disposition particulière de la loi qui peut protéger au cas de je vais contentieux inventer des règles, moi. Celui qui est en cause. Je ne peux pas inventer des règles. La loi dit ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas penser que je peux, moi, déroger, trouver une formule. C'est comme il souhaite. Je ne sais pas. Monsieur le journaliste, vous êtes légaliste, deux points. Oui. Deux points. Le premier point, il dit qu'il faut faire ce que la loi dit. Je dis bien, l'article 130, vous pouvez le vérifier, dernier alinéa, dit qu'on peut avoir un président de la République et vice-président de la République sans vote. On est en démocratie. On est en démocratie. Où on met dans le code électoral, qui est l'ensemble des règles de l'organisation des élections. Et notre constitution dit que une élection, c'est le choix libre par le peuple des dirigeants. La loi précise. Je viens. Il est arrivé de dire que si par exemple on empêche ou bien il a dit un truc comme ça, qu'on peut arriver à quel contexte? On revient, c'est comme la question des parrainages. Le contexte, c'est ça. Il revient à dire que si on empêche le duo, mais on n'a que deux duos. D'accord? Je n'ai pas fini. Laissez-moi finir. On ne va pas évoluer. Vous allez relever. 2 points. Laissez-moi vider cela. Vous venez déjà de relever le premier point. Voilà. Le deuxième. Le deuxième point, ce code nous sort complètement de la démocratie. Et je vous dis pourquoi. L'article 201 à 210 dit qu'il n'y aura plus de conseil de village et de quartier de ville, qui est un organe qui a des fonctions. Le conseil de village et de quartier de ville est un organe
politique qui a des fonctions au niveau du village et du quartier de vie. Donc, dès qu'on supprime l'organe, eh bien, les fonctions aussi disparaissent. Et si on a décidé les députés, il y a une faute deuxièmement, par rapport à ça. on dit le délégué, qui est quand même l'autorité publique, la plus proche du peuple, ne sera plus choisi par le peuple. Ça remet en cause non seulement la démocratie, mais aussi la décentralisation. Si le peuple ne peut plus choisir ses dirigeants, la loi dit que le parti qui remporte l'élection, c'est une loi qui nous sort de la démocratie. Dont il est question, ça veut dire désigne l'élu. C'est deux élections différentes. Non, mais non, sur les questions, sur les élections différentes. Oui, c'est deux élections. Nous voterons différemment, non? Le même jour. La loi, lorsque je vous... vois les élections locales qui sont supprimées. Non, lorsque les pour les communales... Vous n'avez pas lu le non, code. pour les communales, non, c'est vous qui vous mélangez. Mais en fait. l'élection lorsque pour locale... les communales et les municipales, oui. votre parti, oui. sur la circonscription, oui. emporte la majorité des sièges, oui. vous désignerez, monsieur. Pourquoi désigner? C'est de ça qu'il vous... Pourquoi désigner? C'est ce que le législateur fait. C'est deux élections mais vous différentes. restez là... Le local et le communal, c'est différent. C'est vous qui voulez que ce soit ainsi. Et vous savez, toutes les difficultés que nous avons toujours eues pour organiser les élections opposition de ce est en train de prendre le dessus. Vous savez très bien que dans cette émission, de faire une avancée. Je donne la parole au lorsque je vais bien vous voir, lorsque vous remporterez une commune, par exemple, et que vous avez la possibilité d'en désigner. Il ne faut pas personnaliser une loi. Une loi n'est pas personnelle. Votre démarche souvent, c'est une loi n'est pas personnelle. Ne pensez pas à quelqu'un quand vous faites une loi. On a fait une loi. La loi est personnelle. C'est vous qui aviez dit que la loi, par exemple, tout à l'heure, de 28% la loi a été personnalisée. On ne bouge pas. Là, on ne bouge pas. Que la loi qui les mêmes problèmes. Que ces 28 personnes-là, c'est vous qui avez dit que ce fut personnalisé. Moi, je n'ai jamais dit ça. On va évoluer parce que... C'est vous qui dites que c'est fait par rapport à vous. Le débat... Et lui, il a dit qu'il y a un couturier qui a travaillé à ça. Il faut sortir de ce genre d'état d'esprit. Le constat. Il faut les acteurs politiques. Elle m'amuse en fait. Les acteurs politiques ne sont pas arrivés à s'entendre sur l'instrument avec lequel ils iront aux prochaines élections. Moi, cause, ça c'est le test. Mais au-delà, quelles sont les meilleures formules pour des élections apaisées en 2026? Quelles sont les meilleures formules? Là, je ne donne pas uniquement la parole aux acteurs politiques. Société civile, la conformité, je donne d'abord la parole à... Merci, M. Moudefa. Oui. Au moins, nous sommes unanimes que, à travers les débats que nous avons eus, que nous ne sommes pas encore arrivés à nous entendre réellement sur le contenu du code électoral. De quelle unanimité il parle? Autant que nous sommes, chacun tire le drap de son côté. Il y a une divergence de vue. Oui, divergence de point de vue. Et ce n'est pas compris de la même manière. Ça veut dire qu'il faut rendre ça plus clair. Et le faisant. En quoi faisant, par exemple? Il faut réfléchir à la réforme des tests. Il faut penser quand même à se retrouver, à étudier en associant tous les têtes passantes autour la loi prévoit pour pouvoir revoir ces tests-là. C'est pas impossible. On est encore à des années encore avant les élections. Répondez à ma question. Donc je disais bien, on doit le faire. Le souci de tous aujourd'hui, c'est aller aux élections transparentes, inclusives et apaisées. Avec les problèmes que nous avons déjà, c'est déjà trop pour qu'on en ajoute. Vous avez entendu que le parti d'opposition dit qu'il remplit les conditions. Dans ces conditions, lorsqu'il y a des dispositions de test, dans le test, que je le dis encore, je répète, les points de vue sont divergents et tu viens de le dire, qu'on est unanime en majorité sur un certain nombre de points de vue. Là, c'est le cas. Je pense quand même que, quelle soit notre position, on se retire pour écouter et savoir ce que les autres n'ont pas compris. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez des inquiétudes, l'opposition a des inquiétudes. Le Benoît Landa a des inquiétudes. Alors, il faut faire une bonne analyse des choses. C'est un défi qu'il faut relever. Il faut faire une bonne analyse de tous les profils. Il faut faire 7 profils. Je viens de développer. Je viens de faire le développement. Vous allez revenir. Vous avez peut-être eu des soucis de casting. D'analyse par rapport aux articles que nous avons. Et on n'a pas eu de soucis de casting. Sur à quoi on peut être confronté. Et pour ne pas quand même se laisser tête baissée, foncée, pour se confronter à des difficultés auxquelles on ne peut pas répondre tout de suite là. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller au dialogue, de repenser les tests? Rien ne nous l'empêche. Je ne pense pas que c'est la mouvance qui est contre, ou c'est l'opposition qui est contre.